C'est incroyable ce qui se passe dans cette saison quand même. Je ne comprends vraiment pas comment il y a des gens qui arrivent à se plaindre et à trouver cette saison 3 inintéressante. Vraiment, je ne comprends pas. Je comprends qu'on puisse trouver des différences de qualité entre les épisodes et que globalement, pour les gens, ça soit un petit peu lent. Mais de là à trouver la saison inintéressante comme je le lis sur les réseaux sociaux et chez certains youtubeurs, je ne comprends vraiment pas. Parce que cette série, pour moi, c'est un miracle à tous les niveaux. Dès son lancement en 2019, et avec cette saison 3, elle arrive à faire quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, voire probablement jamais. C'est-à-dire que petit à petit, c'est pas encore gagné, ça arrive à me réconcilier avec la nouvelle trilogie 7-8-9. Et je sais qu'il y en a certains parmi vous qui la détestent. Je suis le premier à détester le 7-8-9. J'ai failli sortir de la séance du 7 et 8, même si j'ai bien aimé le 9. Et je m'étais promis de plus regarder du tout. Et ces épisodes qu'on a eus, que ce soit celui de cette semaine ou il y a 2 semaines en arrière, qui commencent à faire le lien avec le retour de l'Empire, le nouvel ordre, la nouvelle République qui va finir par à nouveau échouer dans l'épisode 7, le lien qui est fait à travers les musiques de la post-logie qui sont réutilisées, et c'est encore le cas dans cet épisode, ça commence à me donner envie de regarder à nouveau le 7-8-9. Et ça, je dois dire que je m'y attendais pas. Franchement, quand j'ai regardé cet épisode, je me suis dit, finalement, est-ce que je n'ai pas été trop dur avec le 7-8-9? Mais c'est une autre histoire. On n'est pas là. C'est loin d'être terminé. Et j'espère que The Mandalorian, c'est loin d'être fini, qu'on aura une saison 5, parce que la 4, on l'aura, ça c'est sûr. J'espère qu'on aura une saison 5, 6, 7, même jusqu'à 10 saisons, peu importe. Et qu'on aura plein de spin-offs et que ça va durer encore plusieurs années parce que j'ai vraiment, vraiment envie qu'on explore de plus en plus les liens entre l'épisode 6 et l'épisode 7, la fin de l'Empire, le développement de la Nouvelle République et l'apparition du Premier Ordre avec Palpatine caché en fond, avec tout ce qu'il fait sur Exegol et toute sa manière de mettre à nouveau l'Empire de le remettre sur pied. Parce que là, on sent vraiment qu'à certains moments, on le sent, hein, on sent que l'empereur est là derrière et qu'il est en train, dans l'ombre, de très très loin, mais il est en train petit à petit de restaurer l'Empire avec des petites excursions qui sont des coïncidences en apparence, comme l'attaque de Gorian Shard dans cet épisode, hein, le pirate qu'on avait vu dans, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième épisode de cette saison 3, le mec avec sa tête de fougère, là, on dirait Swamp Thing, la créature du marais. Et on sent que voilà, petit à petit, l'Empire essaye de revenir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'était vraiment excellent. Alors cet épisode, c'est l'attaque de Gorian Shard sur Nevarro, puisqu'il avait dit qu'il se vengerait par rapport à certains pirates qui étaient venus sur la planète, que Mando avait tué parce qu'il commençait à être menaçant. Bon, on avait vu ça dans l'épisode, je crois, 1 ou 2. Et donc, euh, Griff Karga va faire appel au Nouvel Empire, notamment au capitaine Teva. Alors lui, on l'a déjà vu, il me semble, dans les autres saisons, mais je crois qu'on l'a déjà vu dans la saison 2, il me semble, je pourrais plus vous dire exactement. Et c'est un bon, lui, parce que le mec est perspicace. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il comprend que la Nouvelle République il croule sous la paperasse, sous les démarches administratives, mais aussi sous un certain laxisme et une certaine insouciance, trop sûr d'eux, trop sûr que l'Empire est échoué. Et du coup, il se rend à Coruscant, ce qui fait le lien avec l'épisode qu'on avait vu il y a 2 semaines avec celle dont la tête ne me revient pas, je supporte pas sa tête, qui travaillait pour Moff Gideon, dont on sait en fait que elle a fait semblant de trouver la rédemption, mais c'est celle qui avait effacé la mémoire du scientifique là, donc qui se fait passer pour une réintégrée, mais qui au final bosse toujours pour l'Empire, et qui est là en train de conseiller un petit peu ses supérieurs sur Coruscant. Et donc le capitaine Teva retourne sur Coruscant pour demander directement en personne de l'aide, en expliquant que il y a des coïncidences et que ces coïncidences ne sont peut-être pas des coïncidences et qu'il faut absolument aider Nevarro.
Mais on voit la Nouvelle République qui retire ses billes, qui prennent pas leurs responsabilités et qui préfèrent dire ah ben bon, comme c'est une république, enfin, comme c'est une planète indépendante, nous là-dedans on les laisse se débrouiller alors qu'eux ils sont en train de se faire menacer de génocide. Donc on voit la Nouvelle République aussi sous un jour pas très favorable et ça j'ai beaucoup apprécié parce que la Nouvelle République, ben, ça a beau remplacer l'Empire, malheureusement, c'est des politiques. Et c'est des politiques qui pensent d'abord à eux-mêmes et encore une fois, voilà, ils sont dans les intrigues. Bah, c'est de la politique, hein. La politique, c'est jamais quelque chose de bon, totalement bon. Et donc, ils décident, comme ils voient que la Nouvelle République ne veut pas agir, ou en tout cas laisse traîner, ils décident d'avertir les Mandaloriens. Et les Mandaloriens vont tous se mettre, après un discours de Mando et un discours du mari de l'armurière, dont Mando, Bo-Katan ont sauvé le fils la semaine dernière, donc on voit que c'est réutilisé hein, comme motivation. Bah, lui, il va se mettre à faire un discours, Mando, et ensuite le mari de l'armurière, pour motiver tout le monde et dire oui, avant Greef Karga, c'était notre ennemi, mais maintenant c'est plus le cas et il y a un avenir pour nous sur la planète Nevarro. Il suffit qu'on les aide et on deviendra des héros et on pourra s'installer. Et donc, ils décident d'aller sauver Nevarro, c'est ce qu'ils font, ils explosent tout le monde, y compris Gorian Shard, et Greef Karga leur accorde l'asile, leur accorde des terres, et à la fin de l'épisode, l'armurière, on comprend qu'elle s'est mise à croire véritablement Bo-Katan quand elle disait qu'elle avait vu le mythosaure, hein, dans l'épisode il y a 2 semaines en arrière, je crois, qu'elle avait vu le mythosaure. Donc, Bo-Katan, dont l'armurière lui demande d'enlever son casque. Alors, c'est très étrange parce que d'habitude, tout au long de la série, les Mandaloriens ils veulent garder leur casque. Là, elle lui demande d'enlever son casque. On voit que l'armurière n'est pas si sectaire que ça au final. Elle arrive à reconnaître que la voix peut évoluer, en tout cas qu'ils peuvent retrouver la voix et pas seulement rester entre eux et qu'ils peuvent s'élargir. Donc, elle lui demande à Bo-Katan d'enlever son casque et elle reconnaît que Bo-Katan, c'est la chef qui peut mener tous les Mandaloriens à la restauration de la gloire et la reconquête de Mandalore. On voit que Bo-Katan est touché par cette démarche et tout le monde la suit au final. À la fois les Mandaloriens, Mando, mais aussi elle gagne la sympathie de tout le monde, y compris des habitants de Nevarro, de Greef Karga. Bref, on sent qu'il va y avoir la reconquête de Mandalore, ça c'est clair. On va voir ça de nos yeux dans la série. Maintenant, est-ce qu'on va voir ça dans la saison 3, sachant qu'on en est déjà à l'épisode 5 et qu'il n'y a que 8 épisodes, ou 8 ou 9 épisodes par saison. Je ne suis pas sûr que la reconquête de Mandalore se fasse dans cette saison 4, dans saison 3. Ça se fera peut-être dans la saison 4, probablement. Mais c'est pas très grave au final, parce qu'il y a tellement de choses à explorer avec petit à petit le développement de la Nouvelle République, Coruscant, et encore une fois, ça fait plaisir parce qu'on ne voit pas Tatooine, et Tatooine, on l'a trop vu dans la série. Donc là, le fait de revoir Coruscant, maintenant de plus en plus, alors que Coruscant, la dernière fois qu'on avait vu Coruscant autant en détail, c'était dans la prélogie. Donc ça fait plaisir. Tout ça est très très bon à voir. Il n'y a pas trop de. L'accent n'est pas mis sur Grogu dans cet épisode, mais on peut pas avoir Grogu à chaque épisode et on peut pas avoir un épisode centré uniquement sur l'humour, le fun et l'attachement à petit Grogu. Mais c'est pas grave, ça reste quand même passionnant. Beaucoup d'action, des explosions. En termes d'action, c'était vraiment excellent. On a l'impression d'être dans l'action qu'il pouvait y avoir dans The Book of Boba Fett. À un moment donné, il y avait un épisode dans Book of Boba Fett, je ne sais plus si c'était la première ou deuxième partie de saison, ou si c'était la fin de saison, où dans les rues de Tatooine, il y avait des explosions de partout, tout le monde se tirait dessus. Bon, là, on a l'impression d'être un petit peu sur ce même genre de configuration. C'est intéressant de voir les petites créatures qui coopèrent entre elles, les différentes espèces, comme on a les petites créatures qui sont perchées dans l'arbre là, que ces mêmes petites créatures qu'on voyait dans la prélogie, qui aident les Mandaloriens en leur disant où sont cachés les pirates, attention, faites attention derrière vous. On revoit les petites créatures, le peuple de Babu Frick, je sais pas comment ils s'appellent, honnêtement, ne me demandez pas les noms, moi je ne retiens pas.
J'adore les petites créatures moustachues là, j'adore, mais ça fait vraiment plaisir de voir toute cette diversité d'espèces qui au final ont un ennemi commun et qui commencent à se soutenir. Et puis voilà, cette menace de l'ombre qui petit à petit grandit avec, comme je vous disais, la musique, je me souviens plus du tout si c'est le thème de l'Empire, si c'est le thème de la Nouvelle République, de la Rébellion, je ne saurais plus, mais c'est le thème de John Williams pour la postlogie 7-8-9. Donc ça fait plaisir à voir, à entendre. J'espère qu'on va continuer. J'espère qu'on va continuer dans cette direction. La dernière séquence, c'est le capitaine Teva dans son X-Wing qui découvre qu'il y a eu un vaisseau qui transportait Moff Gideon qui flotte dans l'espace en débris avec dedans que des cadavres et c'était le vaisseau qui devait transporter Moff Gideon prisonnier où il n'y a plus Moff Gideon et apparemment il y a un fragment d'une armure de Beskar, un fragment de Beskar, on ne sait pas si c'est une armure ou une arme, mais un fragment de Beskar, et donc ce serait les Mandaloriens qui auraient capturé Moff Gideon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un leurre? En tout cas, Moff Gideon, on sait qu'il va revenir, ça nous a été confirmé, hein, que Giancarlo Esposito, qui joue Moff Gideon, reviendrait. Est-ce que ça va être dans cette saison 3? Est-ce que ce sera en saison 4? Probablement dans cette saison 3, parce que ce serait un petit peu abusé de nous teaser le retour du perso pendant une saison pour le faire revenir la saison suivante. Donc on le verra probablement d'ici la fin de la saison 3. Et puis en même temps, ça fera le lien avec la complice qu'il a au sein de la Nouvelle République sur Coruscant, celle qu'on a vue dans cet épisode et dans l'épisode précédent. Très très content de cet épisode, encore une fois, un très bon épisode, je me régale chaque semaine. Là, il y avait un petit peu moins d'humour, beaucoup plus d'action, mais ça reste quand même un régal. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et je suis content parce que cette fois-ci la durée était un petit peu plus longue. On était sur du 40 minutes à peu près. On ne peut pas avoir des épisodes de 50 minutes à chaque fois, mais c'est quand même mieux que les 25 minutes de la semaine dernière. En tout cas, voilà, 40 minutes pour un épisode hors générique, je parle, hein, parce que ça fait 44 minutes, je crois. Hors générique, une quarantaine de minutes, c'est bien. C'est une bonne durée pour un épisode de Mandalorian. Puis les musiques sont toujours autant un régal, les paysages variés. Je n'ai pas grand-chose à redire pour l'instant sur cette saison 3. Je me régale vraiment et je ne comprends pas et je regrette qu'il y ait des gens qui s'ennuient. Et parce qu'apparemment, selon les chiffres des audiences, cette saison 3 marche moins bien que les précédentes. Est-ce que les gens en ont marre de Star Wars en série? Est-ce qu'ils ont été tellement refroidis par Book of Boba Fett qui, moi, personnellement, m'a plu, hein. Je continue de prendre la défense de Book of Boba Fett que j'ai trouvé vraiment très bonne comme saison. C'est loin d'être le pire en matière de Star Wars. Mais bon, écoutez, j'imagine que c'est une question de goût, c'est comme ça. Et puis, pour ceux qui sont dégoûtés de la postlogie 7-8-9, espérez pas que ça va être décanonisé. Ça ne sera pas décanonisé, hein. Il va falloir s'y faire, hein. De toute façon, moi, je suis absolument pas pour une décanonisation. Ce qui existe, existe. Voilà. Faut arrêter le révisionnisme. Ça existe, c'est comme ça. Il faut l'accepter, malheureusement. Ça aurait pu être mieux, le 7-8-9. Mais c'est comme ça existe et ça ne va pas être remplacé. Et au final, on peut juste essayer de porter un regard un peu plus positif, malgré des choses qui ne nous plaisent pas. Et je suis content, vraiment, parce que je vous le dis, comme je l'ai dit en introduction, et je vais conclure là-dessus, cette série The Mandalorian, non seulement en 2019, a réussi à me réconcilier avec Star Wars, alors que j'étais dégoûté de Star Wars après la fin de la trilogie 7-8-9, non seulement ça m'avait réconcilié avec Star Wars, mais là, cette saison 3 arrive à me réconcilier avec le 7-8-9. Donc je ne peux qu'être reconnaissant à Jon Favreau et Dave Filoni. En l'occurrence, ici, c'est Jon Favreau qui écrit tous les épisodes, parce qu'il a fait vraiment de l'excellent boulot. Donc, grand merci à lui et c'est très bien que Kathleen Kennedy le laisse faire et qu'elle ne s'en mêle pas trop. Donc pour moi, on est vraiment sur l'héritier de George Lucas et je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis sûr que George Lucas, quand il voit cette série, il doit se dire j'ai bien fait de mettre ça entre les mains de Disney parce que ça atterrit entre les mains de Jon Favreau. Et c'est de la grande qualité avec tout l'esprit Star Wars de la trilogie originale et de la prélogie qui est respecté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 5. On se retrouve ce soir pour un petit live de mise à jour sur les adaptations de jeux vidéo en film. On va parler de 5 films et séries adaptés de jeux vidéo qui sont en cours de développement, toutes les infos que l'on a dessus. Ce sera un petit live, hein, ce sera assez court, hein, ça ne va pas faire plus d'1 heure.
ça complétera. Ce sera un numéro d'adaptation de JV Le Mag, comme vous avez eu il y a un mois. Ben là, c'est le numéro 2. Et puis sinon, on se retrouve demain ou après-demain, un live demain soir. Et ce week-end, l'adaptation live action de Tetris, le film. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à toutes et à tous. Passez un bon mercredi. Portez-vous bien. Et puis, il y a ma vidéo sur John Wick 4, hein, avec ma miniature où je fais la tête. Ne vous inquiétez pas. J'ai quand même bien aimé John Wick 4, mais il n'est pas parfait pour moi. Mais je l'ai bien aimé. Mais il y a des choses qui ne vont pas. C'est mon avis. Après, chacun aura son avis. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est sans spoilers. Portez-vous bien. Bon après-midi. Et ciao tout le monde.